Émission d'opinion sur Beyond Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. Les candidats présidents recalés par la commission électorale vont-ils être repêchés par la Cour constitutionnelle? Nombre d'entre eux l'ont saisi tout en dénonçant pour certains des vices de procédure, pour d'autres des décisions politiques. Entre-temps, les alliés d'hier sont devenus des ennemis jurés. C'est le cas de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, devenu désormais opposant. Et on va se poser cette question. Les opposants, justement, se sont-ils désignés un candidat président commun? Les dernières déclarations d'Augustin Kabouya, porte-parole de l'UDPS, sont-elles comme un désaveu de Jean-Pierre Bemba? Il a dit dans une vidéo qui fait le buzz, Félix Tshisekedi a commencé l'opposition bien avant Jean-Pierre Bemba. Je suis avec Steve Kivota, il est le porte-parole d'Adolphe Muzito. Adolphe Muzito, ancien Premier ministre, ancien du PALU, parce qu'il a démissionné, autorité morale de l'UREP, Unis pour la République, c'est une plateforme qui porte à bout de bras sa candidature à la présidentielle. Joachim Diana est également avec nous, journaliste, éditorialiste, communicant proche du pouvoir. Son journal, c'est La Colombe, Le Point Gauche. Monsieur Kivota, monsieur Diana, bonsoir. 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 Je ne suis plus militant du PALU. Adolphe Muzito l'a dit lors de sa conférence de presse le week-end dernier. Cela implique-t-il que vous non plus, vous n'êtes plus du PALU? Effectivement, on n'est plus du PALU. On a pris un nouvel élan, tout simplement parce qu'on a constaté que pendant un certain temps, le PALU n'obéit pratiquement qu'aux instructions du FCC. D'ailleurs, 2 membres du bureau politique ont adhéré officiellement au FCC et de fait ont fait adhérer le PALU, même si de droit, jusque-là, le PALU n'a pas encore adhéré officiellement au FCC, mais de fait, nous sentons que le PALU est membre du FCC et fonctionne en tant que tel. Et dans cette optique-là, respectant effectivement la vision du patriarche Antoine Gizenga qui disait qu'un lumumbiste ou le PALU devait avoir un candidat au niveau de la présidentielle, comme cela n'était plus possible parce que le bureau politique ne le permettait pas, on a pris le nouvel élan et on est allé défendre la République. Et d'ailleurs, dans le cadre d'un regroupement politique qui porte mieux ce nom, Unis pour la République, eh bien, Adolphe Muzito est candidat du regroupement politique Unis pour la République. Il n'est pas candidat du regroupement PALU et alliés. Joachim Diana, cette sorte de volte-face, c'est par conviction ou par posture, d'après vous? Mais en fait, en tant qu'analyste politique, en tant que journaliste, j'ai derrière moi une expérience de plus ou moins 30 ans. Je connais la plupart d'acteurs politiques aujourd'hui sur le terrain. Je me laisse tromper difficilement. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a rarement de séparation par conviction. Il y a des séparations par intérêt. C'est pourquoi j'ai par exemple entendu mon co-débatteur dire que la raison du départ, c'est parce qu'il y aurait FCC. Non, les ennuis de Muzito avec le PALU commencent avant la création du FCC. C'est-à-dire? Vous vous souviendrez, suspendu pour 3 ans. Ce n'est pas l'IFCC à l'époque qui avait demandé qu'on le suspende. Et il y a eu un vrai problème. Le vrai problème, c'est que le PALU, n'ayant pas pris l'initiative, on a vu le secrétaire permanent adjoint chargé de l'élection de l'époque prendre langue avec le MLC et le RCD. Alors, je ne comprends pas. Ce qui serait c'est plus valable de prendre langue avec le MLC et le RCC que de prendre langue avec le FCC. Je ne vois pas cela sort de quel discours de Gizenga et de quel document de base du PALU qui dit la proximité politique serait plutôt avec le MLC et l'UNC. Et compte tenu du fait qu'à l'époque, ce n'était pas une option du PALU, on a déguerpé, on a fait partir, on a limogé la direction du PALU de l'époque. C'est-à-dire le secrétaire permanent, Luigi Gizenga et Muzito sont partis. Et on dira, c'est l'FCC. FCC n'existait même pas encore. On est investi candidat du parti.
on ne s'investit pas. On se proclame, on s'investit, puis on oblige le Palou à suivre, et le parti à suivre ce choix. Je pense que c'est une démarche. Au Palou, vous avez vu la démarche qui consistait à aller se présenter à la cellule amène à la province amène à la direction nationale. Oui, et aujourd'hui, les Palouas comme candidat Antoine Gizenga, on ne peut pas dire que le Palou n'a pas de candidat, donc il y aurait eu l'UREC qui aurait pris le relais. Tout porte à croire que ce rififi au Palou se situe dans la suite logique de la guerre de succession d'Antoine Gizenga. Adolphe Muzito voulait être candidat président du Palou. Apparemment, ça n'a pas marché. Mais je vais revenir à ces démissions qui en ont surpris plus d'un. Il quitte le Palou, mais il ne renonce pas à son mandat de député national. Quand aujourd'hui on parle du FCC, on sait que ce n'est que la prolongation de la MP. Eh bien, le conflit ne commence pas aujourd'hui entre Adolphe Muzito et certains membres du bureau politique, tout simplement parce que Adolphe Muzito était dans une option qui est l'option du patriarche Antoine Gizenga, de dire que le Palou, c'est parti cinquantenaire, plus ou moins 44 ans d'existence dans l'opposition, 42 ans d'existence dans l'opposition, plus de 10 ans dans le pouvoir. Il y a une expérience à vendre au peuple congolais à travers une offre politique. On ne pouvait pas, après avoir travaillé avec le président de la République pendant 10 ans, accepter de soutenir un candidat qui viendra de lui. Muzito est dans une vision de l'autonomie du Palou, était dans une vision de l'autonomie du Palou, où le patriarche Antoine Gizenga disait le Palou devait prendre le leadership de la gauche congolaise, devait prendre les rênes du pays, parce que le patriarche, effectivement, c'était plus ou moins ça le deal en 2006, même si ce n'était pas exprès, mais c'était du moins tacite. Donc c'est cette vision d'autonomie. Et on a demandé l'évaluation des alliances. Déjà en 2016, parce qu'en 2016, le mandat se terminait. Or, de l'autre côté, la MP n'en voulait pas de cette évaluation, alliance MP-Palou. Et malheureusement, dans le bureau politique, il y avait de pro-MP, ce qui voulait que le Palou reste dépendant de la MP, aujourd'hui FCC. Et ils l'ont démontré en allant adhérer officiellement, soi-disant par solidarité gouvernementale. Il faut quand même s'en moquer. Adhérer au FCC. Mais de fait, ils ont fait adhérer le Palou. Et cette candidature dont il parle, la candidature du patriarche Antoine Gizenga, ça a été rejeté. Non pas parce que Muzito a postulé, parce qu'il y aurait conflit d'intérêts, mais c'est parce qu'il y a eu défaut de qualité des signateurs. Tout porte à croire que le patriarche n'était pas informé qu'on a déposé sa candidature à la présidentielle. Et lui-même, tenez-le, il y a 10 ans, il démissionnait en disant « Je n'ai plus la force physique nécessaire de gérer la primature. » Et imaginez-vous que 10 ans après, il a rajeuni ou quoi pour postuler au niveau de la présidentielle, une fonction beaucoup plus stressante. Et le patriarche, dans ses discours, il disait qu'il aimerait bien, de son vivant, voir le Palou exercer la plénitude du pouvoir. Et en parlant comme ça, il ne parlait pas de lui. Il parlait de ses descendants. Et parmi ses descendants, il y a l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. C'est lui qui succéda. C'est lui qui lui succéda à la primature quand il avait quitté sa fonction. Donc, il était très mieux placé. Ancien Premier ministre, ancien ministre du budget, ancien inspecteur de finances. Mais malheureusement, il a fallu faire la politique de nivellement vers le bas. Tirer la seule personne qui avait cette prétention, qui avait le plébiscite de la base. Tenez-le, il y a la base de la diaspora qui a écrit qu'à défaut du Congrès, pour nous, c'est Muzito notre candidat. Ceux d'ici, Kinshasa et à l'intérieur du pays, ont dit la même chose. Mais malheureusement, le bureau politique s'attendait à un certain Likelemba de la part du FCC. Le FCC a dit niet, pour nous, notre candidat c'est Chadari. Ils ont boutiqué une candidature de dernière minute. Ils ont très mal ficelé le dossier, d'où la candidature du patriarche Antoine Gizenga a été recalée. Ok, je reviens sur cette question. Il démissionnera ou pas de son mandat du Parlement? Non, ça c'est une conséquence qui vient après. C'est pas quelque chose qui doit se faire a priori. C'est une conséquence qui doit se faire au niveau des institutions. Je pense qu'au moment opportun, on en parlera. Ça n'a aucun lien avec sa candidature à la présidentielle.
Et vous-même, vous avez quitté votre mandat à l'Aix-Onatra? Bien sûr, j'ai quitté il y a très longtemps. Je savais déjà ce qui pourrait arriver. J'ai quitté. Je suis maintenant libre. Je suis dans le nouvel élan. En toute honnêteté, vous n'êtes plus à l'Aix-Onatra. Vous n'êtes plus assistant du DGA. Depuis très longtemps. Vous savez qu'il y a des gens qui nous suivent. Pas de problème, ils le savent d'ailleurs. Il y a peut-être plus de 5 mois que je ne suis plus là-bas. Alors, tout ceci, Joachim Diana, d'après lui, c'est, comme l'avait dit également Adolphe Moussi dans sa conférence de presse, c'est la majorité, le pouvoir qui cherche à fragiliser le Palou. Vous savez que c'est je ne sais pas, j'allais utiliser un mot qui ne convient pas, mais je dirais ceci. Maintenant, l'autonomie dans l'UREC avec Boffa Sadjiama. C'est là où Moussi doit trouver l'autonomie dans l'UREP. Vous voyez, c'est de l'amusement politique. Il n'y a rien de profond, d'idéologique, de véritablement politique. Écoutez, est-ce que vous comprenez sa frustration du fait de n'avoir pas été choisi candidat à président du Palou, comme convenu depuis fort longtemps, d'après Steve Kivota? Le Palou est un parti organisé. Le Palou a des textes. Il n'y a nulle part au Palou, il est dit que c'est lui qui succède Gizenga à la primature, qui n'est pas partisane. La primature, c'est une institution de l'État. Nous ne sommes pas dans un parti-État. Pour dire que qui a succédé à la primature et automatiquement succède au parti. Le parti a ses structures et ses modes de fonctionnement. Et avant que Gizenga soit mis sous la tombe, c'est lui, le secrétaire général, chef du parti. Il n'y a personne d'autre. C'est lui qui édicte la ligne du parti. C'est lui qui prend les décisions du parti avec le secrétaire permanent. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas à quel moment Moussi Touré était secrétaire permanent, porte-parole du parti, ou alors secrétaire général, ou même représentant du secrétaire général. Jamais du tout. Tout ce qui est arrivé, c'est un problème de positionnement, tout simplement. Et vous voyez même que les raisons qui sont avancées pour justifier ce positionnement ne tiennent pas debout. Toutes les fois qu'on le suspend, on a demandé de le suspendre. Vous savez que les gens, pour créer des situations, commencent par se donner une stature. L'homme le plus grand, le plus craint. Et c'est lui que Kabila craindrait et demanderait au Palou par tous les moyens de le suspendre et de l'écarter. Vous voyez que c'est de l'enfantillage. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Le Palou a créé, a coalisé avec l'AMP en 2006. C'était connu devant tout le monde. Et pourquoi à ce moment-là, Gizenga n'avait pas dit « J'ai participé aux élections au premier tour, je suis sorti troisième, et comme je tiens à être premier, à gérer au premier, je ne participe plus, je m'engage à l'indépendance. » Il a signé. Gizenga traîne dans ses valises le fameux protocole signé avec Lumumba. Si ce protocole a disparu, mais le discours, il l'a toujours, il cherche l'union de la gauche. Et l'union de la gauche commence quelque part. Ce n'est pas avec l'UREP. Alors, j'ai dit, lorsque le Palou et l'AMP signent pour que le Palou ait la primature, qui avait protesté? Parce qu'ils voulaient avoir l'indépendance. Parce qu'ils ont eu la primature. Ils ont eu la primature pendant 5 ans. Personne n'a protesté. Nous avons eu l'élection de 2011. Le Palou, sans être forcé, le Palou a adhéré à la candidature de Joseph Kabila. J'ai des documents ici que je peux lire. Le Palou a adhéré librement. Et la majorité a donné les moyens de battre campagne. Ils ont battu campagne. Après 2011, si le Palou doit prendre la ligne, une autre ligne, c'est au bureau politique, c'est à la structure du parti, mais pas un individu. Pas un individu, fut-il le plus intelligent du parti, fut-il le plus intelligent du Congo. Ce n'est pas à lui à prendre l'initiative. Ça, on doit le savoir. Dans son corps parti politique, même le plus petit,
Un individu dit, moi, j'estime que je suis ceci, moi, je prends l'initiative et les partis me suivent. Nulle part. Okay. À ce stade, tous ces candidats, même ceux qui ont été écartés par la commission électorale, ont toutes leurs chances. Imaginons qu'Adolphe Muzito a été élu président de la République. Comment prendra-t-il la parole au Parlement, par exemple? Parce que durant tout ce mandat, on ne l'a jamais vu prendre la parole. Chaque fois qu'il se lève pour parler, les députés crient « voler n'est pas bon ». Non, moi, personnellement, je n'ai jamais vu un tel événement. Je crois qu'il a toujours... Est-ce qu'il a déjà parlé à l'Assemblée? Il a toujours contribué. Ce n'est pas non, une il a déjà parlé à la c'est pas. Je pense qu'il a eu à parler. C'est un grand communicant. Je pense qu'il a eu à parler dans certaines occasions, mais parler, on peut parler par écrit. Je pense qu'il a toujours contribué par écrit, effectivement, ces tribunes. Je pense que c'est nous qui les relayons dans les médias, mais généralement, lui, il parle par écrit. Je parlais de l'Assemblée nationale, en plénière. On lui demande, et bien, effectivement, le plus grand travaux se font en commission. Et dans des commissions, il contribue suffisamment et amplement. Pourquoi il parle pas en plénière? Il faudrait quand même que Pourquoi il ne parle pas en plénière? Eh bien, je pense qu'il y a autant de députés, il est dans un groupe parlementaire, il y a d'autres députés qui prennent la parole à son nom. Il n'aime pas le show politique. Je pense que le show politique, il y a des endroits où on peut discuter amplement. On donne 5 minutes, 10 minutes aux députés pour parler à l'Assemblée nationale. C'est pas suffisant pour quelqu'un qui a beaucoup d'idées de s'exprimer à ces endroits. Il donne à ses collègues députés du groupe parlementaire Palou et allié de l'époque. Adolphe Muzito, c'est lui ou rien au Palou. Même si on sait que le Palou, c'est Gizenga, hein, Steve Kifota. Le Palou, c'est Gizenga. Gizenga formait des gens. Dans le grand Bandundu, il est considéré comme un dieu. On a vu la tournée d'Adolphe Muzito. Oui, écoutez, je dirais ceci. D'abord, quand vous voulez répondre à quelqu'un, il faut bien l'écouter. Je n'ai pas dit que l'indépendance, c'est Muzito qui l'a promis, mais c'est lui qui l'a dit, que la politique du Palou, c'était d'être indépendant. Et c'est pourquoi moi j'ai dit être indépendant. Aujourd'hui, est-ce que Muzito est indépendant avec l'UREP? Bien sûr que oui. Il en est l'autorité morale. Être indépendant, oui, c'est ça qu'il cherchait. Être au-dessus d'un parti politique. Mais le Palou n'est pas son petit bien qu'il pouvait manipuler n'importe comment pour être au-dessus quand il voulait. On va en discuter. Il n'y a jamais eu de congrès au Palou. Dire ceci. Okay. Mais il n'y a pas de congrès parce que Gizenga décide ainsi. Donc, il faudrait attendre. Muzito va amener l'UREP dans sa petite dimension, peut le mettre en poche, peut le mettre dans son veston. Parce que c'est cette dimension-là. Le Palou n'a pas cette dimension-là d'être manipulé par un militant. Mais par le pouvoir, à ce moment, par un militant. Il a dit que Gizenga ne décide plus. Qui décide? Et Gizenga n'a plus le droit, il doit prendre le repos de guerrier. Et lui, il le décide en tant qu'équipe. D'accord. Mais vous avez parlé, je vous ai écouté, laissez-moi terminer. Mais pas de problème. Je dis ceci. Le Palou a, je le répéterai, je voulais d'ailleurs ramener tous les 5 documents de base. Moi, j'en ai en tête. Et tu en as tous les en tête. Moi, je devrais les amener pour les. En tête, on peut les altérer avec l'idéologie de l'UREP aujourd'hui. Alors, j'ai dit ceci. Le Palou a pris l'option. Pour être un parti indépendant, il ne faut pas seulement avoir un candidat président de la République. En 1960, les militants diront le contraire. Le Palou a composé avec Lumumba, le PCA à l'époque. Il a composé avec le PCA. PCA. Et, bon, PCA, c'est en français. Les abréviations, c'est PSCA. Effectivement. PSA, il n'y a pas le E à la fin, ça c'est le français. Le Palou n'est pas né en 64, là? Alors, le PCA avait composé avec le MLC, le Balubacat et Serea et consorts. Pas question de dire je voudrais être seul, indépendant, parce que je dois avoir mon candidat président de la République. Et l'objectif de Gizenga était et toujours été de créer une grande formation politique. Et c'est ainsi qu'il créa ANAPAT. ANAPAT, qu'est-ce que je voulais à Panalou. ANAPAT, c'est Hérodien. Il créa Panalou, et Panalou sera mal compris. Les Swahilophones diront que non, c'est à Panalou, on va abandonner, et en 64, et créer le Palou.
Le besoin était de mettre tous ce parti politique ensemble. Mais les autres n'ont jamais accepté, comme les EMS, vous avez vu Boigné, aller à gauche, à droite. Donc être ensemble, ça a toujours été. Je ne comprends pas à quel moment le fait pour le PALO de composer avec deux partis de sous-bassement lumumbiste comme la CCU, comme le PPRD, comme le ULDC. RP. Comment est-ce possible et cela pouvait devenir nocif et qu'aujourd'hui, il est plus normal d'être indépendant en composant avec Boffa Sadjian. Alors, je vous dis que le PALO reste en partie organisé et Muzito voulait être indépendant, lui, avec son parti politique. Et vous avez entendu, on a un peu survolé la question de conflit, on a dit qu'il n'y a pas conflit d'intérêt. Mais si vous apprenez qu'un candidat qui va se présenter pour le compte de l'UREP et pour le compte de Nouvel Élan, mais ce sont les militants du PALO qui lui demandent de se présenter. Un candidat qui va se présenter à son nom, le jour où on va présenter cette candidature, on a des drapelets du PALO et consorts. Et vous dites qu'il n'y a pas conflit? Alors, il n'y a pas conflit d'intérêt? Le discours de Kivuat a toujours été, c'est la base du PALO qui nous demande. La base du PALO veut. Alors, il a quitté le PALO. Je lui ai dit, il y a un terme scientifique qu'on peut utiliser. Comme il est du même coin, là où c'est presque la base du PALO, il peut disputer la base sociologique, la même base sociologique du PALO. Mais la base du PALO reste la base du PALO. Elle ne peut pas demander de soutenir notre candidat sans que le PALO ait signé l'accord avec l'UREP. D'accord. Alors, un candidat, c'est une affaire de bilan. Quelles sont les victoires d'Adolphe Muzito comme ministre du budget, comme Premier ministre? On peut commencer par le Kwilu, son pays natal. Il n'existe pas un Premier ministre du Kwilu. Il a eu effectivement... Je parlais de ce qu'il a fait, en commençant par le Kwilu, évidemment. Moi, je pense qu'un Premier ministre doit défendre un bilan national. Un bilan national, parce que le problème du pays... Je suis tout à fait d'accord avec lui, avec vous. Oui, il faut savoir Mais on s'attend à ce que chacun commence par faire des choses pour son pays natal. Malheureusement, il n'y a pas de pays natal. Il n'y a que la République démocratique du Congo avec deux provinces. Aujourd'hui, Matata Ponyo, par exemple, avec ses écoles, c'est peut-être pas un bon exemple. C'est peut-être pas un bon exemple. Et si d'ailleurs on parle de ces réalisations, sortir ses concitoyens de la pauvreté, c'est pas un bon exemple. Moi, je pensais que les concitoyens, c'est pas les ressortissants de sa propre province. Je pensais que les concitoyens, c'était les Congolais de manière générale. Et aujourd'hui, Adolphe Muzito a trouvé un pays avec un PIB plus ou moins de 13 milliards de dollars, avec une dette de 14 milliards de dollars, donc un pays dont la dette n'est pas soutenable, qui est incapable de mobiliser des ressources sur le plan extérieur pour construire la République. Et pour construire la République, on ne doit pas commencer par sa province. Et lui, il a réussi à annuler la dette extérieure, nous permettant d'avoir la virginité sur le plan financier pour être capable de mobiliser les finances. Eh bien, les finances, il les a mobilisées auprès de Chinois. 6 milliards de dollars, 3 milliards pour 6 communes, 3 milliards pour les routes. Pendant que le FMI et la Banque mondiale, d'habitude, ne traitent pas avec l'Orient. Lui, il a pu effectivement faire entendre l'Orient et l'Occident. Par la même occasion, avec un budget qui a commencé avec 1,4 milliard de dollars, il a pu augmenter les salaires de fonctionnaires, augmenter les salaires de médecins, tripler les effectifs de magistrats. Les professeurs d'université aujourd'hui, ils lui reconnaissent au moins que c'est lui qui a ramené leur prime de 300 dollars à plus de 2000 dollars. Eh bien, c'est ça le bilan d'un homme d'État, surtout qui gère au niveau de la primature. Eh bien, ce sont les gouverneurs de province qui doivent défendre le bilan au niveau provincial. Mais il y avait une vision. Aujourd'hui, le barrage Kakobo, là, c'est lui qui lui a donné un coup de pouce. Eh bien, c'est Adolphe Muzito. Si l'on commence à estimer que quand on devient président de la République, on devient Premier ministre, on devient ministre, on doit plus travailler pour sa province. Il y en a 26, eh bien on est parti pour la gloire. On aura de Premier ministre de telle ou telle autre province. Mais lui, il a une souche lumumbiste. Je vous ai dit ceci. Il a une souche lumumbiste, c'est un descendant du patriarche Antoine Gizenga. Il faut se rappeler qu'en 1960, patriarche Antoine Gizenga, il n'est pas de la province orientale. Mais quand il délocalise le gouvernement, à l'époque, il part à l'est du pays. Parce que pour nous, le nationaliste, c'est la RDC qui constitue notre territoire, pas nos provinces d'origine. Parce qu'effectivement, les développements
peut partir d'une province pour impacter les autres, lorsqu'on n'est pas de la province qui peut capitaliser le développement du pays, on risquerait de négliger cette province. Aujourd'hui, nous savons que ces 3 provinces qui tiennent l'économie du pays, c'est l'ancien Katanga, c'est le Congo central, c'est Kinshasa. Lorsqu'on n'est pas de ces provinces, pouvons-nous nous permettre de négliger ces provinces au profit de nôtres parce qu'elles sont pauvres? C'est ça une politique qui est inacceptable. Et quand vous citez le cas de l'ancien Premier ministre Matata Mponyo, il a fait des réalisations privées. On ne peut pas les comptabiliser dans le cadre de son action publique. C'est inacceptable. D'accord. Quelles sont les réalisations privées de Muzito Okwilo? Eh bien, moi je pense que je suis son porte-parole dans le domaine public. Certes, il a eu peut-être à faire des écoles, à faire des investissements, mais il ne m'appartient pas d'en parler. Des écoles, Okwilo? Il va sûrement désigner un porte-parole privé qui va parler de ses biens privés. Moi, je suis un homme d'État. Je suis venu dans le cadre de ses fonctions publiques de parler de lui en tant qu'homme politique et non pas comme homme d'affaires ou un homme investissant dans le privé. C'est pas mon rôle. D'après vous, le point d'achèvement, c'est Adolphe Muzito, c'est ça? C'est à lui à 1000%. Est-ce que je peux m'expliquer pourquoi c'est à lui? Vous l'avez déjà dit, vous n'allez pas en Effectivement, parler. Si vous en doutez, je peux en donner les détails. Moi, je sais, en tant que journaliste, quand je consulte mes archives, que c'est Joseph Kabila, après sa prise de pouvoir, après avoir fait cette tournée euro-américaine qu'on avait appelée avec les Amis du Congo, qu'il avait relancé, la coopération structurelle avec les institutions de Bretton Woods, qui avait exigé qu'on mette en place le PEG, le pire d'abord, le PEC, afin plus tard d'arriver à l'annulation de la dette. Et en 2001, 2002, quand ces programmes avec la Banque mondiale et le FMI commencent avec Joseph Kabila, Adolphe Muzito n'y était pas. C'était un long processus, commencé en 2001, avec différents premiers ministres qui se sont succédés pour justement réaliser ce programme jusqu'à ce qu'il aboutisse. Effectivement. Je vous dirais, dans un match de football, le ballon commence par le gardien de but et ça arrive, c'est le numéro 9 qui marque. On ne dira pas que c'est pas Cristiano Ronaldo qui a marqué parce que le ballon est venu du gardien de but. Je vous dirai ceci. Nous ne refusons pas que le processus n'a pas commencé. Il a commencé en 2001. Ça a commencé en 2001. D'ailleurs, effectivement, les grandes options du président de la République ont été prises en 2001. Le pire, d'ailleurs, effectivement, la libéralisation de l'économie, la décentralisation. Les réformes. Mais il y avait un certain nombre de réformes qui devaient être mises en place. C'est vrai, c'est pendant la transition. Est-ce que je peux m'expliquer? Décidé depuis 2001. Décidé depuis 2001 et impulsé pendant la transition, on a pu atteindre le point de décision pendant la transition. Or, il s'est fait que les différentes revues en termes de réforme, quand le FMI et la Banque mondiale arrivaient, le gouvernement ne faisait qu'échouer. Et quand Muzito devient Premier ministre, il a trouvé qu'on a rompu avec le FMI et la Banque mondiale. Lui, il a repris avec le FMI et la Banque mondiale, il a continué avec les réformes, il a pu réussir 5 revues annuelles. Son budget, avec un budget avoisinant le 1 milliard de dollars, il payait 600 millions de dollars par an comme service de la dette. Il a réussi à le payer pendant toutes ces années. Et finalement, il faut savoir que son mérite vient du fait que, vers la fin, quand on devait atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE, le FMI d'un côté a refusé qu'on atteigne ce point d'achèvement à cause du programme sino-congolais, parce qu'il estimait que d'un côté, le FMI cherchait à nous désendetter, nous on allait encore s'endetter auprès des Chinois. Le FMI a mis un veto. Et la Banque mondiale, avec le problème, avec la firme canadienne, qui était en conflit avec le gouvernement, eh bien, elle aussi a mis un veto. Il fallait effectivement à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito un certain tact politique, un certain tact diplomatique pour négocier avec le FMI sur les recadrages du programme sino-congolais pour arriver à 6 milliards de dollars, 3 milliards pour les Chinois et 3 milliards pour les infrastructures, pour que le FMI accepte qu'on pouvait s'engager avec le Chinois. Et de l'autre côté, il a pu démontrer à la firme canadienne que leur conflit avec le gouvernement était d'ordre judiciaire et non pas d'ordre exécutif. Et la Banque mondiale a pu lever effectivement le veto. Donc, il a joué un grand rôle, ceux qui les savent. Vous avez dit à 1000%. D'ailleurs, il faut à 1000%. Pourquoi? Parce que par après, on s'est rendu compte que avant qu'il n'entre au gouvernement,
on n'était pas en programme avec le FMI et la Banque mondiale. Et quand il quitte le gouvernement, le Premier ministre Matata n'a jamais réussi à rentrer en programme avec le FMI et la Banque mondiale. Donc on peut dire que celui qui maîtrisait la question, eh bien c'est Adolphe Muzito. Il n'y a pas de débat. D'où il est à 1000% dans les résultats sur l'annulation de la dette extérieure. Donc on n'a pas repris avec la Banque mondiale entre 2001 et 2002, Joachim Diana? Non, mais écoutez, la reprise avec la Banque mondiale remonte même à Mzee Laurent Désiré Kabila. Vous vous souviendrez du déplacement de Attal, je crois, qui était ministre des Finances. Lorsqu'il part et il signe que c'est vrai, on va être en programme, mais on devra payer la dette. Et la colère de Mzee qui dira, nous ne pouvons pas payer une dette que nous n'avons pas trouvée ici. Mzee n'a pas refusé cela. Quand Joseph Kabila arrive, il renoue avec la Banque mondiale. Il y a un programme économique du gouvernement 1 qui a réussi. Toutes les revues ont réussi. Lorsqu'on arrive à PEG 2, intervient la transition. Avec la gestion de Jean-Pierre Bemba, de finances. C'est Jean-Pierre Bemba qui gère la transition, qui gère les finances à travers. Et à ce moment-là, compte tenu de la nature de ce gouvernement, de cette gestion-là, c'est ainsi que le FMI partira. Quand le FMI repart, attendant qu'on retrouve les institutions normales issues des élections, c'est ainsi que le FMI va recommencer les négociations dès le gouvernement Gizenga et on est arrivé jusqu'à le 5 ans de collaboration et avec c'est le problème qu'a eu Matata pour que cela n'arrive. Mais où est-ce que moi je suis étonné? C'est lorsqu'aujourd'hui j'entends le candidat Muzito dire qu'il ne peut pas soutenir les politiques qui ont échoué. La politique de la bouteille vide. Quand lui, il a réussi, c'était quoi? C'était où? Et juste dans ce gouvernement-là, il choisit ce qui avait bien marché. Mais vous savez que c'est sur son gouvernement aussi que Chébé a été tué. Il ne met jamais sur sa tête, on met ça sur la tête de Kabila. La sécurité, c'est le domaine réservé du président. S'il vous plaît. Il faut juste l'informer. La sécurité, il s'agit de la sécurité là. S'il vous plaît. Il s'agit de la sécurité, la police, ça relève du ministre de l'Intérieur, monsieur. C'est ça la sécurité. Ah oui, mais ça ne relève pas du président de la République, ça relève du ministre de l'Intérieur. Qui dépend du président. Non, le ministre de l'Intérieur ne dépend du président. Il faut dépend du gouvernement. Mais selon quelle structure du gouvernement où le ministre de l'Intérieur dépend du président. Okay. Donc là, c'est en train de chercher. L'annulation de la dette, on a cherché à comprendre ces victoires au Kwilu, par exemple. Bon, mais écoutez, je suis étonné, monsieur Steve est porte-parole d'un candidat, mais pas d'un homme d'État. Il est partisan. Et donc, dans tout ce qu'il fait, comme il doit faire le bilan du candidat. Biwan est suivi à Kikwit. On lui a donné une belle occasion parce que bientôt, il ira en campagne en souhaitant que les gens ont besoin de savoir ce qui est fait là-bas. Justement. Donc, je pense vous savez, tout ça, ce faufilage-là, pour éviter les vraies questions, les Congolais ne sont plus dupes. Qu'est-ce qui a été fait Les Congolais ne sont plus dupes. Les dupes, c'est que... Mais parce que, écoutez, je vais dire une chose. Si vous dites que, pendant que vous êtes Premier ministre de la République, c'est que vous ne pouvez même pas acheter une maison pour votre famille. Vous ne pouvez pas couper la pelouse dans votre passé parce que vous êtes Premier, vous devez rester Donc, et bientôt, tout le monde, que ce soit Obama ou qui, chacun a un fief. Chacun a un fief. Un politicien a un fief. Faute d'entretenir son fief avec de l'argent public, on l'entretient avec des fonds privés. On l'entretient avec des fonds privés. Et justement, le candidat privé, c'est lui. Il dit qu'il est dans les structures. Muzito est dans quelle structure? Il est dans quelle institution de la République? Muzito est un candidat. Il est dans le cadre des partisans, dans le cadre de l'UREP ou de la Nouvelle Élan. C'est justement, c'est l'occasion ou jamais pour lui de parler des réalisations de Muzito dans son fief électoral qui quitte, dans son fief naturel, Gungu, Kwilu.
C'est l'occasion jamais. Il ne faut pas nous renvoyer à un porte-parole. S'il est président de la République, il aura un porte-parole comme président de la République. Qu'est-ce qui a été fait là-bas? C'est ma Lui, question. au moins, qu'il se mette déjà dans la tête qu'il est déjà porte-parole du président de la République. Que donc, ce que Moïse Katumbi a fait de Kashobwe est un péché. Ce n'est pas un péché, mais il ne peut pas l'utiliser. Il ne peut pas l'utiliser pour une campagne. C'est son bien privé. Il doit nous démontrer que le 2 millions de Congolais qui n'ont pas d'emploi, les 2 millions de jeunes qui n'ont pas d'emploi, à travers sa gestion, il saura créer suffisamment d'emplois pour ces gens. Il doit nous démontrer qu'aujourd'hui, avec le taux de desserte en électricité de 9%, lui, il aura une politique pour que tous les Congolais puissent avoir de l'électricité. On ne voudrait pas qu'il crée un barrage privé, qu'il vende aux gens et que c'est avec ça qu'il résolvera le problème d'électricité ou d'emploi. C'est ça les hommes d'État dont je parle. Un homme politique doit être un homme d'État. Il doit se battre pour l'intérêt général et non pas pour son intérêt privé. Il ne doit pas chercher à construire une des école, maisons, comme lui disait, pour sa famille. Une école ou un hôpital dans une ville, c'est une réalisation d'intérêt privé? C'est une bonne chose, mais là vous êtes un philanthrope, mais vous n'êtes pas un homme d'État. Quelqu'un qui fait comme Mutombo Dikembe, il fait des investissements privés, mais c'est pas pour autant qu'il peut devenir un bon ministre. On a parlé de son bilan en tant que Premier ministre. Mais effectivement, son bilan en tant que Premier ministre, on doit l'analyser sur le plan national. On doit l'analyser au niveau de grands agrégats du pays. On ne doit pas l'analyser par rapport à son coin. Là, nous partons effectivement dans une discrimination. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui a une aussi haute fonction, qu'il puisse ne travailler que pour sa province. D'ailleurs, ça devait être une des raisons pour les autres Congolais qui n'ont pas bénéficié de sa gestion directe, de les sanctionner. Au moins, Adolphe Muzito, en travaillant pour les enseignants, pour qui il a augmenté le salaire, il a travaillé pour tous les Congolais. Vous savez, pour le médecin, pour le magistrat. Le réajustement salarial, c'était depuis Zaïdi Ngom avec le barème de Mboudi. Non, ça c'était théorique. Muzito, il était dans l'exécution. C'était Zaïdi Ngom, investir dans l'homme, on se rappelle. A fait un programme qui n'a jamais été exécuté. Pour Muzito, je parle dès l'exécution. Aujourd'hui, allez demander aux magistrats, ils lui reconnaissent que leurs effectifs ont été triplés grâce à lui. Le professeur d'université, il le réclame parce qu'il a augmenté leur salaire. Et le professeur d'université ne sont d'aucune province. D'où, effectivement, il faut que les gens soient des républicains. Quand on travaille pour l'État, on travaille pour tout le monde. Je n'ai pas à savoir qui est de ma province, qui ne l'est pas. Et c'est ça, Muzito, c'est ça le lumumbisme que nous tenons dans Toine Gizenga. C'est de l'amalgame en fait. Il faut des petites parties pour faire un tout. Eh bien, le petit parti, c'est au niveau des gouverneurs. Ce sont les collectivités locales qui font un tout. D'où Adolphe Muzito. Il faut savoir. Il est issu d'une collectivité. Il faut savoir que s'il s'est autant battu pour la décentralisation dans ce pays, c'est parce qu'effectivement, pour nos provinces, ce sont nos gouverneurs, ce sont nos entités territoriales décentralisées qui doivent le plus travailler pour les Congolais. Mais quand on est au gouvernement national, au gouvernement central, on travaille pour toute la République. Cette culture, on ne la rejettera jamais. Il nous reste 2 minutes. Et moi, en tant que Congolais, lorsque j'arrive à Kindu, je trouve un aéroport refait. Je suis heureux. Je n'ai pas besoin d'être de Kindu. Quand il y a 2 ans, j'étais à Kindu, on sort de l'aéroport, on s'embourbe. Aujourd'hui, toutes les artères de la ville sont asphaltées. Lorsque les équipes qui viennent de partout l'Afrique viennent jouer à Kindu, trouvent les hôtels pour dormir, alors qu'à l'époque il n'y avait rien, tout Congolais a le droit d'être heureux. Et ailleurs. Et alors, pour dire ceci, alors qu'on me dise, si la politique c'était de ne pas développer chez lui, mais ailleurs où? C'est où est-ce qu'on a fait ce qu'on aurait pu faire, comme Tata l'a fait chez lui, lui l'a fait ailleurs pour dire que voilà, j'ai fait autant, mais ailleurs. Pour vous développer, c'est construire un aéroport. Non, je pense que nous devons... Moi, je ne suis pas politicien, je ne fais pas de la politique politicienne. Mais cette politique politicienne-là, parfois, il faut la dénoncer parce que nous allons bientôt vers les élections. Muzito a effectivement tenté de faire quelque chose. Il ne faut pas venir mentir. Mais si, comme ça, pourquoi il a cherché à mettre des forages d'eau? Il a voulu faire des forages d'eau, un seul fonctionne, les autres là sont inopérables jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi il a cherché à le faire? Parce que c'est chez lui, la politique lui demande d'aller le faire ailleurs. Mais pourquoi il a cherché à faire les champs chez lui, au village, avec son argent personnel? Pourquoi? Parce qu'il ne devrait rien faire, il devrait faire que les champs pour le Congo. Il a tenté certaines... Pourquoi il a construit un hôtel à Kikwit pour lui? Non, écoutez, autant venir nous dire ici qu'il n'a rien fait.
que chercher une justification qui n'a vraiment pas d'explication exacte. Ce sont des justifications infondées. Merci beaucoup d'être venus à tous les deux dans